bienvenue. Je savais, j'étais sûre que vous seriez si nombreuses et nombreux, mais quand même, ça nous fait du plaisir parce qu'on va faire une discussion assez importante pour cette époque, pour la France et au niveau international aussi. Et nous accueillons Bernard Mésadri et Ahmet Issal, deux universitaires, l'un français, l'autre turc, poursuivis par la justice pour s'être exprimés. Ils sont témoins de la répression de l'État envers la libre expression dans deux contextes différents. Bien sûr, des différentes échelles, ce n'est pas les mêmes échelles. À partir de leur témoignage, nous allons débattre sur les multiples modes de répression subis par les enseignants-chercheurs, sur l'indépendance des universités, ainsi que sur les limites de la liberté d'expression des citoyens en Europe. Et comme vous pouvez imaginer, ce n'est pas par hasard que c'est moi qui les présente. Et il y a 18 ans, quand j'ai commencé une enquête sur les Kurdes, ma vie a été brisée. Et suite à mon refus de livrer à la police les noms des enquêtés, tous mes documents de travail ont été confisqués, la torture, la prison m'ont interdit longtemps toute activité physique et intellectuelle, contrainte à des coupures violentes, à des déplacements obligés. J'ai trouvé un refuge académique à l'université de Strasbourg. Et je n'étais pas naïf, même à l'époque, même maintenant, au point de croire que j'avais atterri dans un paradis. Et d'ailleurs, grâce à mes engagements dans les luttes sociales, j'ai tout de suite vu les différentes formes de la répression étatique dans ce pays qui m'accueille. C'est pour cela que c'est très important pour moi de lier les deux différentes répressions dans les deux contextes qui m'a chassé et qui m'accueillent. Alors, en Turquie, les mécanismes de répression que j'ai connus n'ont pas changé de vitesse. Ils continuent. Et comme vous avez entendu, les 1128 chercheurs de Turquie sont poursuivis. Une partie, pas tout le monde, mais tout le monde est poursuivi. Une petite partie sont arrêtés, une partie licenciée, subissent la suspension des statuts et la suppression des financements déjà acquis, parce qu'ils ont signé une pétition. C'est ça, parce qu'ils ont signé une pétition. Qu'est-ce que c'était cette pétition? La pétition pour la paix. C'est grave. Et qui dénonce la politique de répression du pouvoir contre les Kurdes. Les universitaires ne sont pas les seuls à être victimes de la répression de la liberté d'expression, mais ils peuvent faire entendre leur voix plus que les autres peuples, surtout au niveau international. Ahmet Issal est l'un des signataires de cette pétition. En dehors de cela, il est une figure importante des intellectuels engagés en Turquie. Et je vous présente Ahmet Issal, mon ami, mon collègue, mon éditeur en même temps, qui a été toujours à mes côtés durant tout ce que j'ai vécu. Diplômé de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, économiste, politologue, professeur des universités. Il était chef du département économie à l'université de Galatasaray, doyen du département des affaires économiques de l'université Paris 1, puis vice-président de cette même université. Chroniqueur, très connu, dans divers quotidiens, et auteur de nombreux livres, il est cofondateur et animateur d'Iletişim, une des plus importantes maisons d'édition en Turquie. Et il est éditeur à Birikim, journal de réflexion sur les questions sociopolitiques, et très connu et très lu, très suivi en Turquie. Et j'ai l'honneur
de connaître et de vous présenter Bernard Mésadri, que j'ai rencontré à Avignon, dans une salle de tribunal. On s'est rencontré avec Bernard dans une salle de tribunal. J'étais allée pour soutenir avec plein de collègues. Et j'ai été payée au nom de Cinesup avec Pascal Maillard à cette université. Pardon? Mandaté. Moi, c'est pas j'étais allée après mandaté. C'était dans ce salle de tribunal, il y avait un procès kafkaïen qui m'a ramené à Istanbul. Parce que moi, j'avais vécu les mêmes ambiances. J'étais accusée, lui il était accusé, et quand l'avocat a commencé à parler, moi j'écoutais comme si un de mes avocats parlait, voilà. Bernard Mésadri, agrégé de lettres classiques, spécialiste de l'anthropologie de la Grèce ancienne et maître de conférences à l'Université d'Avignon, chercheur à Anima à Paris, laboratoire de recherche qui a réuni les centres Jarnet et Glotz. Il est auteur de nombreux ouvrages. Et comme peut-être vous avez suivi, il va raconter avec le détail, à l'annonce de la venue de Manuel Valls dans son université, il a ironisé, reprenant les propos même du Premier ministre sur une liste de diffusion interne à l'université, réservée au personnel de l'université. Voilà. Le président de l'université l'a dénoncé et envoyé un courrier au procureur de la République d'Avignon. Celui-ci, tout aussi zélé, a décidé d'ouvrir une enquête. Dans l'audience à laquelle j'ai participé, Bernard était accusé carrément d'avoir provoqué la discrimination et incité à la haine. Il est maintenant acquitté, mais nous sommes, Pascal, moi et plusieurs personnes, nous sommes témoins qu'il était déjà puni durant l'audience. Il subissait une violence devant nos yeux. Voilà. Et avant de lancer le débat, je vais donner la parole à Mathieu Schneider, vice-président Sciences en Société de l'Université de Strasbourg. Il va... Oui, alors, tu vas nous dire quelque chose. Voilà. Alors déjà j'ai très peur parce on vient de parler du danger des présidents et des vice-présidents d'université. En plus me trouvant là dans une situation qui rappelle quelque peu un tribunal. Un tribunal où j'ai moi-même été, toi tu n'y étais pas au tribunal d'Istanbul, heureusement pour toi, mais on est allé te soutenir. Et donc ça m'impressionne un petit peu de me retrouver là dans cette situation-là, mais je vous rassure tout de suite, ce qui se dira dans cette salle, c'est votre opinion, vos opinions, et il n'y a pas un dénonciateur exactement parmi vous en la personne du vice-président. Donc vraiment je suis tout d'abord ravi de voir que voilà, il n'y a pas de délation. Voilà, d'autant plus que historiquement, pour ceux qui connaissent l'histoire de notre université, celui qui a dénoncé en 1943 pour la rafle, qui a donné le nom des opposants et des résistants de l'université de Strasbourg qui étaient repliés à Clermont s'appelait Mathieu. Et mon prénom c'est Mathieu. Mais heureusement, lui c'était son nom de famille. Et moi c'est que mon prénom. Et voilà. Donc ça pourrait vraiment vous laisser faire craindre le pire, mais je vous rassure, je suis de vos côtés. Et moi quand Pinar Selek m'a demandé d'être là pour introduire un petit peu le débat sur liberté d'expression en danger en Europe, j'ai jugé utile de libérer l'agenda déjà il y a 2 mois et j'ai dit à Pinard, je serai là parce que effectivement la liberté d'expression ça a été un combat dans l'histoire, ça a été un acquis de la Déclaration des droits de l'homme, un peuple entier, le peuple français à commencer par lui et d'autres après qui se sont battus pour ça, et on ne doit jamais oublier ça. C'est que comme on a combattu pour ça, pardon, excusez-moi, c'est jamais un acquis. Et je crois que le présent, l'actualité,
Pinard, tu as rappelé les événements tragiques, ou en tout cas douloureux, qui sont arrivés aux deux personnes qui sont à côté de moi. Je crois nous rappelle que nous devons être extrêmement vigilants. Et il y a, à mon avis, une double problématique dans la discussion de ce soir. Il y a d'une part la discussion générale sur la liberté d'expression et la manière dont un certain nombre de régimes politiques de nos jours la contraignent. Mais il y a aussi derrière, parce que c'est un petit peu ce qui vous réunit tous les trois, la question de la liberté académique, qui est une déclinaison, une variante, je vais essayer de donner un petit peu quelques pistes là-dessus, de cette liberté d'expression. Puisque c'est à chaque fois dans un cadre académique, tous les trois, que vous avez été inquiétés. Or, nous devons être particulièrement vigilants parce que, en France, le concept de liberté académique que tout le monde utilise n'existe pas en droit. J'ai fait des recherches là-dessus, et dans le Code de l'éducation, vous ne trouverez à aucun endroit du Code de l'éducation la mention de la liberté académique en tant que concept. En revanche, dans 3 articles, on y fait indirectement référence. Dans l'article L123.9 qui parle de l'indépendance et de la sérénité qui doit être accordée à l'enseignement supérieur et aux activités académiques. Dans l'article L141.6 où on parle d'un enseignement supérieur, je cite, laïque, indépendant, objectif, et qui doit promouvoir, je cite, le libre développement. Et dans l'article L932.2 où il est dit que les enseignants-chercheurs ont, je cite, pleine indépendance et action dans leur liberté d'expression. Donc il est question il y a une référence claire qui est faite à la liberté d'expression, mais le concept lui-même de liberté académique est d'un point de vue juridique en tout cas fragile. Ce qui doit nous inciter, je crois, tous collectivement à la question, à la vigilance vis-à-vis des évolutions possibles d'une situation politique. Cette liberté académique, j'ai dit, elle est peut-être fille de la liberté d'expression, mais c'est plus que ça. La liberté académique, ce n'est pas seulement la liberté de pouvoir s'exprimer, c'est l'indépendance des sujets de la recherche. Je crois que Pinard a été la première victime de ça. Un sujet de recherche sur le Kurdistan ou sur les Arméniens en Turquie, c'est pas possible. Donc là, il y a effectivement l'indépendance du chercheur vis-à-vis de son sujet, tant dans la mesure où il respecte bien entendu la méthodologie qui est celle du chercheur et l'esprit critique, et ça, c'est à nous aussi d'en être les garants. Et c'est aussi l'indépendance de nos cursus des formations de pression extérieure qui pourrait vouloir qu'on crée tout simplement une formation pour ceci ou pour cela d'une manière proprement utilitaire. Ce qui pose actuellement les universités dans ce que j'appellerais une dialectique sociétale. C'est-à-dire que d'un côté, il nous faut préserver cette liberté académique, et de l'autre côté, les universités doivent, veulent, peuvent, ont envie, on souhaite qu'elles soient ouvertes, c'est-à-dire que ces universités ne soient pas des écosystèmes clos et qu'elles interagissent. D'une part, nous avons des étudiants qui nous arrivent en formation, qui derrière veulent trouver du travail, donc ça implique nécessairement que cette liberté académique soit mise en balance effectivement des attentes de la société. Et il y a aussi des attentes de la société vis-à-vis des résultats de la recherche, cette recherche qui est financée sur des fonds publics, et pour lesquels il est aussi normal que derrière, les citoyens puissent avoir non seulement une information sur ces résultats de la recherche, mais aussi que derrière cette recherche puisse leur bénéficier à différents niveaux. Donc on est là dans un équilibre à trouver entre les attentes de la société et l'idée de pouvoir préserver notre liberté d'expression et